J'espère que vous allez bien. Nous sommes très, très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce merveilleux webinaire présenté par Finalta en ce qui concerne tout ce qui est les financements des crédits d'impôt. Donc, vous allez voir à quel point c'est un très bel avantage pour les entreprises technologiques. Et sans plus tarder, je vais me permettre de vous présenter nos participants pour justement notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, tout d'abord, M. Patrick Amaoui. Il est une personne qui est stratégique et créatif. Il maximise ses compétences pour conseiller les entreprises. Détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires des HEC de Montréal, Patrick possède plus de 25 ans d'expérience dans le financement traditionnel et non traditionnel, par voie de dette subventionnée, mezzanine et équité. Il a entre autres travaillé au sein de groupes de financement spécialisés, notamment à la Banque de développement du Canada, chez Roynet Capital et à la Banque nationale. C'est un leader qui est dynamique, valorisant le travail d'équipe et la collaboration. Il est reconnu pour comprendre les réels besoins des clients et agir à titre de conseiller de confiance. Merci beaucoup, Patrick, d'être avec nous aujourd'hui. Également, je vais vous présenter notre présentateur d'aujourd'hui, soit Pierre-Luc, qui est entrepreneur dans l'âme et reconnu pour sa proactivité, sa rigueur et son esprit analytique. Détenteur d'un baccalauréat en ingénierie, il a vécu la réalité entrepreneuriale en fondant son entreprise alors qu'il était un étudiant athlète à l'École polytechnique de Montréal. Sa performance et son engagement sont déjà reconnus alors qu'il reçoit le profil d'excellence de Vinci. Il saisit les occasions professionnelles pour développer une expertise significative dans le domaine des incitatifs fiscaux, notamment à titre de consultant chez Conifistec et ensuite chez Raymond Chabot Grant Thornton. Il a collaboré avec des entreprises de toute taille et dans le domaine de technologies variées. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez deux beaux candidats aujourd'hui pour vous présenter tout ce qui est en lien avec les crédits d'impôt. Pierre-Luc, bienvenue et je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer, tout d'abord, j'aimerais remercier tout le monde, tous les participants qui ont décidé de se connecter ce matin. Après déjà environ 1 an et demi, 2 ans, où on en fait quelques-uns webinaires, des fois, c'est peut-être moins tentant. Donc, j'ose espérer que si l'envie vous a pris de vous connecter, de d'abord vous inscrire, ensuite de vous connecter, c'est que le sujet vous intéressait. Alors, on va essayer d'être à la hauteur de cette attente parce que nous savons que vous en avez déjà eu plein votre casque des webinaires et ceux qu'on s'attend à revoir vers la fin de cette pandémie sont ceux que l'on aimerait qu'ils soient les plus pertinents pour éviter. On a fini de faire les essais-erreurs à travers ça. Donc, on va essayer d'être concis, on va essayer d'être précis. Le sujet d'aujourd'hui que nous voulions aborder, évidemment, il est en lien directement avec notre expertise à Patrick et à moi, c'est-à-dire le financement des crédits d'impôt. On veut prendre un angle d'attaque qui est un petit peu plus précis et qui est peut-être moins abordé dans les présentations que l'on voit généralement qui tournent alentour des crédits d'impôt. Donc aujourd'hui, on ne veut pas discuter des différents programmes de crédits d'impôt, les subtilités dans l'admissibilité, tout ça. Vous êtes des entreprises technologiques, vous bénéficiez déjà des crédits d'impôt, vous avez des experts, encore plus experts que nous, sur comment bien, et à l'interne, vous vous êtes spécialisé également sur comment bien les préparer, comment bien les identifier, comment généralement bien les budgéter. Alors, ce n'est pas cet élément-là qu'on veut regarder. Ce qu'on veut regarder, c'est la place de ces crédits d'impôt-là sur votre bilan financier, le bilan intérimaire, le bilan de fin d'année, et comment cet actif intangible, on pourrait dire, quand même assez complexe, surtout quand on parle de R&D, peut être utilisé et maximisé pour avoir un fonds de roulement qui passe de illiquide à davantage liquide, tout en limitant la dilution ou d'avoir recours à du financement qui est beaucoup plus coûteux, comme de l'équité, une levée d'équité ou de la débenture subordonnée. Donc, c'est vraiment le sujet qu'on veut attaquer et qu'on veut rester dans cet entonnoir-là aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je rentre dans le vif du sujet. Crédit d'impôt, pourquoi on veut mettre ça de l'avant à l'AQT? C'est que c'est l'élément, je pense, qui rejoint le plus les entreprises technologiques au Canada et particulièrement au Québec. C'est-à-dire que c'est un actif incontournable sur le bilan. Les entreprises qui sont de haute nature technologique ont cette similitude-là, sont dans des domaines variés, services, produits, des stages variés, mais une chose qui est commune chez ces entreprises-là, c'est que c'est généralement le principal actif finançable sur le bilan de ces entreprises-là.
Et c'est d'autant plus intéressant de le regarder lorsque l'entreprise est en croissance parce que c'est un actif qui croît à la même vitesse que l'entreprise croît généralement. Pour mettre ça en perspective, j'aimerais faire un exemple très, très, très simple. Prenons une entreprise innovante en forte croissance. Je prends des revenus de 3 millions, mais en réalité, la formule, elle s'applique à partir de pré-revenus jusqu'à une soixantaine, centaine de millions de chiffres d'affaires. Le concept se ressemble. C'est sûr que dépasser un certain point dans le spectre de la multinationale, ben là, il y a d'autres sources de financement, il y a d'autres façons de venir se financer qu'en valorisant ce style d'actif-là. Mais je pense que ça couvre un très, très, très large spectre. Par contre, pour des entreprises qui sont en forte croissance comme ça, bien, généralement, les comptes à recevoir sont assez faibles en proportion de la taille d'entreprise, voire nuls pour les entreprises qui sont en SaaS, qui évidemment sont au niveau des mensualités, un peu de comptes à recevoir au niveau de la maintenance ou au niveau de certains services, mais généralement, c'est assez faible. Et évidemment, quand on regarde les autres actifs tangibles comme les inventaires et autres, bien, généralement, c'est assez marginal. Par contre, quand on continue sur le bilan, on a généralement des crédits d'impôt, mélange R&D, CDA, multimédia. On ne fait pas de discrimination aujourd'hui sur les différents crédits d'impôt, mais une panoplie de crédits d'impôt remboursables qui pèsent fort au fur et à mesure que l'année avance. Pourquoi? Bien parce qu'évidemment, pour accumuler des crédits d'impôt sur le bilan de votre entreprise, vous engagez des dépenses très importantes, des dépenses qui sont névralgiques pour la croissance de votre entreprise, des dépenses qui sont généralement pour des salaires d'employés à très haute valeur ajoutée. Et au fur et à mesure que vous engagez ces dépenses-là, bien, vous engrangez et vous accumulez sur votre bilan des crédits d'impôt. Si on regarde l'exemple de 1 million de crédits d'impôt, bien évidemment, on va les accumuler approximativement linéairement au courant de l'année, au rythme d'environ 250 000 par trimestre. Mais ça, ce que ça fait, c'est qu'après déjà la moitié de l'année, j'ai 500 000 d'actifs illiquides au bilan qui n'est plus disponible. J'ai engagé ces dépenses-là, mais qui n'est plus disponible dans mon fonds de roulement. Et ce n'est pas comme si j'avais une panoplie d'actifs tangibles pour avoir un fonds de roulement très, très, très liquide. Mais ça continue, cette accumulation-là. Parce que Q3, Q4, mais on sait très bien qu'à la fin de l'année, ce n'est pas là qu'on reçoit nos crédits d'impôt annuels. Il faut d'abord fermer nos états financiers, fermer nos états financiers annuels, envoyer toute l'information à nos auditeurs ou à notre cabinet comptable externe. Il faut préparer les réclamations de crédit d'impôt, qui est un travail qui n'est pas toujours très simple, surtout celles qui ont une nature technologique ou celles qui demandent des attestations additionnelles de la part, par exemple, d'Investissement Québec. On soumet le tout au gouvernement et quand tout va super bien, on réussit à recevoir nos cotisations quelque part vers le dernier trimestre de l'année subséquente, généralement en deux paliers, fédéral, provincial. Et ce que ça montre ici, c'est un pattern où, en réalité, pour 1 million de crédits d'impôt annuels, bien, on vient accumuler jusqu'à un certain point 1 750 000 d'actifs illiquides au bilan. Et ça, c'est une pression sur les liquidités qui est inacceptable pour une entreprise qui veut prendre une croissance accélérée. Une entreprise qui veut rester à un certain niveau, c'est une chose, mais une entreprise qui veut accélérer sa croissance ne peut pas avoir un actif aussi important qui demeure illiquide au bilan. Et évidemment, c'est un pattern qui se répète année après année. Ici, on est un peu conservateur dans l'exemple. Évidemment, on a mis des crédits d'impôt qui restaient au rythme d'1 million, mais la réalité est encore amplifiée par le fait que les crédits d'impôt sont en croissance généralement à travers les années. Alors, financement des crédits d'impôt, maintenant qu'on voit leur importance et la pression qu'ils mettent sur le bilan, bien, ce qui serait intéressant, et ce que c'est le cœur du sujet d'aujourd'hui, c'est quelle est leur place dans la structure de capital, le financement des crédits d'impôt, quelle est sa place dans la structure de capital? Bien, c'est très simple. Se trouve exactement entre le financement des actifs tangibles et le financement par équité pour l'expansion. Si on prend un petit instant pour regarder ce petit graphique que j'adore ici, où on met en perspective dans le sens vertical le coût du capital, qui est toujours en fonction, évidemment, quand on regarde l'axe horizontal, de la tangibilité de l'actif qui est financé et donc, conséquemment, du risque relatif au financement qui est effectué. Alors, c'est bien évident et tout le monde le sait bien qu'au niveau des comptes à recevoir et des inventaires, ce sont des actifs très simples, très tangibles, qui peuvent être financés par une ligne de crédit. C'est peu cher, c'est facile à obtenir, mais ce n'est pas une réalité généralement qui s'applique à une entreprise technologique qui a des salaires. On en reviendra là-dessus. Par la suite, il y a le financement des équipements, qui est un financement qui est plus spécialisé. Évidemment, on ne finance pas un équipement sur sa ligne de crédit. Ça comporte une composante de risque un peu plus grande, désuétude, bris, ainsi de suite, nécessité d'assurance. Donc, c'est un véhicule qui est un petit peu différent. C'est une valeur de vie d'actif qui est un peu différente. Et puis, à l'autre bout du spectrum,
Bien évidemment, on a la dette subordonnée qui est une injection pour un projet d'expansion et l'équité qui est vraiment pour changer de phase d'entreprise. Bien, dans le tout milieu de tout ça se trouvent des actifs qui sont moins tangibles, qui sont un peu entre les deux, et c'est là parfaitement où se trouvent les crédits d'impôt. Mais j'y reviens, la nature intéressante des crédits d'impôt, c'est qu'en plus, ils sont importants par rapport à la taille de l'entreprise de façon générale. Ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde qui est ici aujourd'hui, mais de façon générale pour l'entreprise technologique au Québec. Alors, si on regarde les styles de financement, la façon dont elles devraient être articulées alentour des différents actifs, ben, c'est très simple. On commence par la ligne de crédit. Une ligne de crédit qui est bien arrimée, ben, elle fonctionne avec l'actif sous-jacent, c'est-à-dire les comptes recevables. Alors, la ligne de crédit va être tirée exactement à la même proportionnalité qu'on a des comptes recevables à recevoir, et c'est ce qui fait que c'est un véhicule de financement qui est parfaitement approprié pour cet actif-là. De la même façon, quand on regarde un équipement, bien, on s'attend à avoir un financement d'équipement qui est approprié par rapport à la durée de vie de l'actif, c'est-à-dire on reçoit un financement total au début en fonction de la valeur de notre actif, notre équipement, et le paiement en capital s'effectue tranquillement au fur et à mesure que la valeur de réalisation nette de l'équipement atteigne une valeur nette de zéro. Bien, pour les crédits d'impôt, ça devrait être la même chose, n'est-ce pas? C'est-à-dire, pour que ce soit efficace, un financement de crédit d'impôt, il se doit d'être arrimé, ce que nous regardions tout à l'heure, c'est-à-dire comment cet actif-là se construit sur votre bilan. Alors, ben, voici le portrait. On reconnaît bien, très, très bien, je pense, le pattern de tout à l'heure, où les crédits d'impôt s'accumulent de trimestre en trimestre jusqu'à 4 plus 3 trimestres d'années subséquentes. Ensuite, on a les remboursements, puis les années qui repartent. Bien, un financement de crédit d'impôt qui est bien construit devrait s'accumuler en fonction de cette accumulation-là de crédit d'impôt. Puis, pour continuer, la structure de capital, pour bien remettre en perspective, parce que souvent, on se pose la question, financement de crédit d'impôt, devrais-je aller chercher une grosse dette subordonnée à la place parce que j'aurais un gros montant initial reçu de cash? Bien, normalement, si on veut optimiser le coût du financement, on aimerait que ce financement-là fit avec ce que l'on doit faire. Une débenture subordonnée, généralement, on aimerait la regarder avec un montant complet au début parce qu'on a un projet qui est plus ou moins fixe, c'est-à-dire que les dépenses vont être engendrées, vont s'accélérer, mais elles pourraient bouger dans le temps, dépendamment. C'est un projet qui va amener l'entreprise à une prochaine phase. Alors, on souhaite recevoir le financement complet dès le début. On accumule notre projet, on fait notre projet qui est cash flow négatif sur une base du projet. Puis, une fois que le projet arrive à la rentabilité, dans le meilleur des mondes, c'est là où on va commencer à faire le remboursement du capital qu'on a reçu pour ce projet-là. Le problème, c'est que des fois, quand on mélange les choses, c'est que si j'ai utilisé une débenture subordonnée puis j'accumule mes crédits d'impôt, il ne m'en restera pas assez pour mon projet et vice-versa. D'où la pertinence d'avoir un véhicule spécialisé adapté pour chacun des actifs. Alors, puis pour revenir là-dessus, et je vais ressortir mon petit stylet à l'instant. Puis corrigez-moi si je me trompe, si vous voulez m'interrompre dans le chat, vous me dites, Pierre-Luc, tu es dans le tort, tu n'as rien compris. Mais moi, de mon expérience et de ce que des entreprises qu'on a un portefeuille très intéressant justement en financement de crédit d'impôt, bien, des comptes à recevoir pour une entreprise techno à Montréal, des inventaires, des équipements, il y en a. Mais est-ce que c'est suffisant pour supporter une croissance d'un payroll de développeurs? Certainement pas. La débenture, fonds de roulement, il y en a, très certainement, mais comme je disais, si on absorbe simultanément les crédits d'impôt là-dessus, on vient s'amputer de la capacité à effectuer un projet à sa pleine vitesse parce qu'on supporte des crédits d'impôt sur ce financement-là, qui généralement, quand on regarde le coût global de capital, va être beaucoup plus cher. Donc, on ne valorise pas une belle dette subordonnée parce qu'on accumule nos crédits d'impôt dessus. Et la situation s'empire quand on parle de levée d'équité. Il y a un terme qui est extrêmement à la mode présentement. Le marché de la fusion-acquisition est en effervescence et c'est extraordinaire. Mais quand on parle de levée d'équité, on va être sûr et certain que chaque dollar que l'on reçoit, qui dilue l'entrepreneur initial, va être mis pas à reflouer le fonds de roulement, pas à liquidifier un actif qu'on avait déjà, mais qui est mis complètement à passer l'entreprise d'un stage à l'autre. Alors, d'où revient la pertinence du financement des crédits d'impôt dans la structure de capital. Mais, encore faut-il que ce financement-là soit adapté, comme je le disais tout à l'heure, soit adapté à la réalité des crédits d'impôt.
Ça ne peut pas juste être un bridge à la fin de l'année, un coup que je remets ma réclamation. Ce n'est pas adapté en fonction de l'actif qui s'accumule. Alors, pour réussir à ce que ça soit adapté, ça prend une certaine expertise. Ça prend une expertise à l'interne, chez l'entreprise. Ça prend également une expertise chez le créancier ou le prêteur qui va regarder ce genre de financement-là. Donc, de votre côté, quand vous êtes à la recherche de financement, c'est important d'être sûr que vous discutez avec quelqu'un qui est capable d'apprécier les projets que vous avez en cours à leur pleine valeur, qui comprend pourquoi ce projet-là a une valeur technologique, a des incertitudes technologiques qui, leur résolution est porteuse pour le marché dans lequel évolue l'entreprise. Ça prend aussi un prêteur également à l'entreprise, à l'interne, une expertise pour budgéter correctement, stratégiquement, le déploiement de la technologie. Autrement dit, à quelle vitesse vais-je faire mes embauches, à quelle vitesse vais-je dépenser mes salaires de développement qui donnent ultimement droit à mes crédits d'impôt? Parce que si je les budgète rough ou je le présente à un prêteur qui ne comprend pas comment elles peuvent s'articuler dans la réalité, bien, il ne pourra pas mettre en place un financement qui va s'arrimer avec l'accumulation de l'actif au bilan. Je sais, je me répète, je reviens là-dessus, mais c'est vraiment l'élément central que j'essaie de couvrir. Et puis finalement, ben, dans le meilleur des mondes, étant donné que les crédits d'impôt, les programmes sont complexes, les projets, on sait qu'ils évoluent dans le temps, mais il peut y avoir des moments dans l'année où les projets sont plus admissibles, d'autres moments où les projets sont moins admissibles. Cette réalité-là est moins vraie pour le CDAE, mais très vraie pour la RSCDE. Mais c'est important qu'il y ait une communication qui soit établie à l'intérieur de l'entreprise, entre le CTO, ou le responsable technique, et le responsable financier pour être capable de faire le pont correctement, puis on aura l'occasion d'en parler avec nos invités tout à l'heure, faire le pont correctement entre la réalité technologique du terrain et comment ça se traduit dans l'accumulation de l'actif au bilan. Et les deux peuvent influencer l'un et l'autre. Puis finalement, bien évidemment, il faut que ça se reflète au niveau du financement, du prêt de crédit d'impôt pour que lui également puisse s'arrimer en fonction de ces variations-là, tant à la hausse qu'à la baisse, évidemment, pour toujours maximiser cet actif. Alors, pour vous donner un exemple de ça, c'est sûr qu'on aimerait prendre l'occasion de rappeler qu'il existe un financement rehaussé pour les entreprises membres de l'AQT. Finalta en est une de ces sources de financement-là. Elle n'est pas la seule. Mais juste pour vous remettre en perspective, comment un financement maximisé de crédit d'impôt peut se traduire? Ça doit se traduire d'abord avec des pourcentages de financement sur les crédits d'impôt qui sont rehaussés. On parle de 100% CDE, 100% multimédia, on parle de 85% de la R&D. Il faut être capable de monter à un niveau très, très, très près de la matière première que l'on manipule, que sont les crédits d'impôt. Ensuite, pour que cela fonctionne, et que ça fonctionne encore mieux, que ça crée un effet de levier, il faut réussir à débourser ces sommes-là avant même que les dépenses soient engagées. Là, on change complètement la donne. Ce n'est pas juste j'engage mes dépenses puis je les fais rembourser rapidement. Je reçois le financement pour effectuer ces dépenses-là. C'est ce qui va permettre une croissance. On pourrait envisager aller jusqu'à financer jusqu'aux 3/4 des crédits d'impôt annuels dès le premier jour de l'année. C'est quelque chose qui se fait maintenant et qui permet justement de soulager cette pression-là d'accumulation des salaires. Et puis finalement, bien évidemment, il ne faut pas que ce soit un processus qui soit long et fastidieux. Ça ne prend pas de retenue à la toute fin lorsqu'on dépose la réclamation. Ça ne prend pas non plus de garantie gouvernementale. Autrement, ça brise l'essence même de ce que devrait être un financement arrimé correctement et maximisé de crédit d'impôt. Et pour vous remettre en perspective, puis je pense que Pat, tu voulais embarquer à ce niveau-là, voici ce que ça donne concrètement. Merci Pierre-Luc. Salut tout le monde. Effectivement, je pense qu'on a parlé de la structure du financement puis l'avantage. Et ça, c'est un beau tableau qui, je pense que pour tout le monde, vous allez le visualiser. Donc, l'impact de financer d'une façon régulière, donc sur 3 ans, et devancer son financement, donc l'accélérer le plus possible dans la formule qu'on présente Finalta. Et clairement, on le voit, donc l'avantage et la structure du financement. On voit dans le tableau comment le financement récurrent avec les 3 années financées de façon accélérée. Visuellement, on le voit clairement. Et à la fin, tu vois, on voit le déboursé moyen de Finalta qui représente plus du double du déboursé moyen sur ces 3 ans d'une institution financière régulière. Et donc, l'avantage est clair. Et les liquidités additionnelles qui sont donc générées
Ils permettent donc d'accélérer, comme on l'a dit, et tous les besoins et permettent d'augmenter le runway. Puis on va en parler dans 2 minutes dans la prochaine slide. Mais je pense que ce qui est important de simuler ici, on le voit clairement, les liquidités sur 3 ans, c'est mathématique, c'est clair. Et donc, cet avantage-là se traduit comment? On le dit clairement, ça réduit la dilution. Pourquoi? On vient augmenter. Pour donner de votre point de vue un peu, on réduit la dilution en premier temps, on augmente nos liquidités et on permet donc un runway plus long qui, ultimement, va permettre de maximiser la levée d'équité quand on se rend là et de limiter la dilution. Deuxièmement, on complète la ronde de financement. Donc, dans la structure de capital, on vient insérer un financement stratégique bien identifié qui s'adapte à l'actif et on complète la ronde de financement. Et évidemment, on prolonge la suffisance des fonds. Vous connaissez ça très clairement. On veut un runway, on veut une visibilité sur le cash qui rentre à des périodes précises, qui viennent prolonger ton runway, qui augmentent évidemment ta valeur d'entreprise et qui permettent d'augmenter la valeur de la compagnie. Juste pour vous donner une certaine idée, et moi, de ma perspective, j'ai plus d'une vingtaine d'années d'expérience en financement bancaire, donc traditionnel, qui était donc à gauche dans notre tableau de la structure de financement. Et j'ai également fait du financement en équité, en quasi-équité, qui est complètement à droite de la structure de financement et donc plus cher. Et comme banquier, on essaie toujours de maximiser le financement qu'on peut faire pour une entreprise au niveau court terme avec les recevables, mais on n'a pas tous les outils pour aller financer ces actifs-là. Et de l'autre côté, en financement en équité ou en quasi-équité, moi, je ne demandais pas mieux de rentrer dans une compagnie et de dire, OK, moi, je suis prêt à te diluer ou te financer en fonds non garantis à 15, 16, 18 à l'époque. Quand il y a 15 ans, c'était du 18 parce que je vais te donner ce financement-là. Donc, ça montre qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de compléter son financement dans la structure et de maximiser toutes ces sources de financement, autant à court terme avec le banquier, sur des actifs spécialisés. L'équipement, on le fait d'une façon stratégique, on le finance avec un prêteur à long terme, n'est-ce pas? Sur 5 ans, bien amorti. Et la même chose avec les crédits d'impôt. Et ensuite, on se dirige vers l'équité ou la dilution de façon intelligente avec une structure qui est bien balancée et un bilan qui est sain. Fait que là, je pense, Pierre-Luc, qu'on passe à la prochaine, qui est notre... c'est ça. Avant de passer à la table ronde, je pense que c'est intéressant de visualiser un peu le type de client et l'envergure un peu des clients qu'on a chez Finalta. On en a 2 très impressionnants qui vont suivre le slide. Puis ici, on a quelques-uns que vous connaissez sûrement. Puis on regarde à différents niveaux et plusieurs années financées et des montants substantiels financés dans des compagnies qui sont en croissance. R3D, vous les connaissez bien. On a financé plus de 11 millions sur 6 années financières. Behavior, évidemment, qui a eu une croissance fulgurante. On a financé 4 années avec plus de 20 millions. InSum, Aerosoft, que tout le monde connaît, et Alain Lavoie à l'OQT, on l'a financé pendant 4 ans de suite. ADNM, qu'on va parler tout à l'heure avec Jean Bolduc, évidemment, 7 années financières d'une façon successive. Expertus, puis Nexus Innovation. Juste avant qu'on transite, je pense que ce qui est intéressant ici, c'est de regarder la variété dans ces entreprises-là. Puis, on a pris juste un petit échantillon. On parle des entreprises qui en ont en service beaucoup, d'autres en produits. On parle d'entreprises qui ont des stages complètement différents, d'entreprises qui ont fait un exit tout récemment, d'autres entreprises qui ont décidé de prendre un path de croissance plus organique, moins organique. Mais dans tous les cas de figure, la dynamique qui était commune, c'était la prépondérance des crédits d'impôt sur le bilan et l'impact positif sur les liquidités, de les financer, pas juste les financer, de les maximiser dans le tapis pour être sûr et certain que les salaires à haute valeur ajoutée, je reviens comme je disais tout à l'heure, soient à peine dépensés, à peine sortis des poches d'entreprise pour que les liquidités soient préservées dans les coffres d'entreprise pour cette fameuse croissance. Juste pour ajouter ça, et effectivement, comme Pierre-Luc l'a dit, puis on va l'aborder avec nos 2 invités, c'est de voir cet actif-là comme une entreprise qui est traditionnelle. Tu vois, ces entreprises-là qu'on vient de mentionner ont vu leur actif de crédit d'impôt, ils l'ont visualisé de la même façon qu'une entreprise traditionnelle, pas techno, va voir ses inventaires et ses comptes à recevoir. Et il va aller les financer d'une façon récurrente, d'une façon annuelle, pour maximiser ses liquidités et non d'un angle purement statique pour un projet, pour une croissance immédiate, donc d'une façon récurrente. Alors, ça nous mène directement donc à notre table ronde avec nos 2 invités, 2 clients de longue date. ADNM,
avec Jean Bolduc, son CFO, et Immersive Design Studios avec Timothy Lane, également son CFO. Élément intéressant avec nos deux invités, en plus d'être CFO de compagnies technologiques, ils ont un background financier, donc ils ont déjà porté le chapeau de financier et d'avoir le rôle de faire du financement dans les entreprises. Fait que ce penchant autant CFO et financier, c'est intéressant de voir leur perspective et leur façon de voir comment ils veulent financer leur entreprise. Fait que voilà, moi et Pierre-Luc, on a assez parlé. Ça va, Patrick? C'est juste Ouais, pour mettre la table avant qu'on embarque, on a à peu près 4 thèmes qu'on aimerait aborder avec nos invités aujourd'hui. Mais tu sais, l'idée pour la suite du webinaire, je pense, créer quelque chose qui est interactif. J'aimerais inviter n'importe qui est présent. Si vous avez des questions, vous avez des questions plus privées, le chat est là. Questions directes, on mute le micro, caméra, pas caméra, on n'est pas regardant. Et puis, si vous voulez embarquer dans la discussion, l'idée est de dire, on a sorti une certaine théorie. Bon, Patrick, Pierre-Luc, vous avez un parti pris, vous faites du financement de crédit d'impôt. C'est sûr que vous trouvez que c'est bien intelligent de financer des crédits d'impôt. OK, fair enough. Alors, voyons voir avec Jean, avec Timothée, comment ça s'est traduit réellement dans le concret aux entreprises qui ont eu une évolution très intéressante à travers les dernières années. Puis c'est pour ça que je disais, j'aimerais inviter, si vous vous sentez bien à l'aise, et je rappelle, le webinaire était enregistré, mais la portion table ronde aux questions ne le sera pas. Alors, si c'était ça qui buguait, n'hésitez pas là, à embarquer, à discuter avec nous. Pat, veux-tu commencer notre premier thème de discussion? Oui, exactement. Donc, segue directement. On a parlé donc de la structure puis le fait de le financer d'une façon récurrente, puis l'importance de le faire et pourquoi cet avantage-là. Puis là, moi, je lancerai tout de suite, Tim, je t'envoie la balle. Pourquoi tu vois que c'est pertinent pour Immersive Design que les crédits d'impôt, tu l'as fait depuis 5 ans, demeurent financés en tout temps et de façon annuelle, récurrente, plutôt, par exemple, d'une façon ponctuelle parce que tu sens un besoin et un cash crunch à un moment précis. Good morning tout le monde. Très content d'être parmi vous. Comme disait Pierre-Luc, n'hésitez pas de nous interrompre avec des questions précises parce qu'in fine, c'est pas pour vous embêter avec nos histoires. On est plutôt là pour un peu aider à confronter vos défis et réussir dans le futur. Alors, par rapport à la question, Patrick, pour Immersive Design Studios et d'autres entreprises que je connais bien, parce que je n'ai pas que travaillé ici, les crédits d'impôt, que ce soit fédéral, provincial, CTMM, peu importe, soit ça fait partie de votre quotidien, de votre entreprise. Vous avez des employés qui qui ont leur tâche principale de faire la recherche et développement. Voilà, excusez-moi, je vois le chat. Et si c'est le cas, ça fait partie de votre quotidien. C'est récurrent. Vous allez être capable de le budgéter, de le prévoir, anticiper les besoins et de structurer vos besoins de capital et de cash flow autour de cela. Ce n'est pas une surprise que vous avez X employés et que dans 1 an, vous allez payer X fois tant de dollars par an par employé. Vous le savez et vous pouvez l'anticiper. Et avec un programme, que ce soit avec des financiers spécialisés comme Finanta ou d'autres, c'est un dialogue qui fait partie de votre quotidien. Alors pour moi, ça va de soi que ce n'est pas quelque chose où on dit à la fin, ah, je me retrouve avec 1 million dans l'exemple de Pierre-Luc sur mon bilan, comment est-ce que je le fais pour les financer? Le temps que vous arrivez à répondre à cette question, vous avez déjà 1.1, 1.2, 1.3 à financer et le problème ne s'arrêtera jamais. Alors je vous encourage vivement, si ça ne fait pas partie de votre processus de budget annuel, de l'intégrer d'une façon proactive. Puis, écoute, oui, Tim, puis on pourra parler ultimement également, là on parle de le faire d'une façon récurrente, on parlera du coup un peu dans le thème numéro 4 plus tard, mais Jean, sur le même thème, comment est-ce que ta gestion de ton cadre financier, d'une façon daily, tous les jours, comment elle est simplifiée, comment elle est différente en intégrant donc le financement sur une base récurrente annuelle?
parce qu'effectivement, ça fait 7 ans qu'on utilise. Je connais les services de Finalta depuis les débuts, là, dans le fond, là, tu sais, puis j'ai toujours trouvé que le produit était audacieux par rapport aux banquiers traditionnels, dont j'étais un banquier traditionnel. Moi, je vous dirais, le premier avantage que je vois pour un CFO, là, le premier, parce que nous autres, on est connectés beaucoup avec le président, là. Le premier, c'est le fait que mon président, il dorme très bien à tous les jours avec le financement de Finalta. Ça, là, ça commence avec ça. Il n'est pas nerveux. La marge de crédit n'est presque pas utilisée. Il sait qu'il y a de l'argent dans le compte. Il regarde à tous les jours et il dit ouais, mon argent est là parce qu'elle a rentré au début d'année. Ça, là, pour moi, ça m'enlève déjà 50 du poids sur les épaules. Ça, c'est le premier point. Là, on va dire que c'est un point émotif, mais il reste que dans la vie quotidienne, on gère de l'émotion aussi. T'sais. Puis on gère beaucoup d'émotions au niveau, autant dans les crises que pas de crise. Alors, ça, pour moi, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est vraiment le fait le fait d'avoir maintenant les financements des crédits d'impôt, avant, on les avait au trimestre, maintenant, on peut les avoir pour ceux qui le demandent en un versement à 75 Ce que ça nous permet, c'est que dans le fond, ça nous permet de planifier et de tout de suite prendre des actions pour être en mesure d'engager les ressources qu'on a besoin pour faire les projets qu'on veut faire et des devancer dans le temps pour nous permettre de générer des revenus plus rapidement par la suite. Parce que ça nous donne une pérennité dans nos sources de financement. Ça fait en sorte qu'on peut, on peut, dans un horizon, être en mesure de mieux planifier l'engagement des ressources parce qu'en TI, c'est des ressources qu'on engage. Tu sais. Puis souvent, ça va nous permettre de mettre la main sur des candidats qu'on n'aurait pas engagés tout de suite avec une masse salariale élevée, mais qu'on engage là parce qu'on a les moyens financiers qui nous sont donnés pour le faire. Puis des fois, ça nous permet même de devancer des solutions qu'on voulait rajouter à nos produits. Peut-être qu'on voulait les faire dans 2 ans, mais qu'on peut faire maintenant tout de suite parce qu'on a mis la main sur un candidat qu'on ne pensait pas mettre, mais on a les moyens de payer. Tu sais. Fait que pour moi, c'est vraiment cet aspect-là qui fait en sorte qu'on est capable de devancer des revenus qui étaient anticipés dans 3 ans, des devancer de 1 an facilement. Tu sais. C'est vraiment, là, dans le fond, l'élément clé. Là. Et le fait que ce que ça nous donne aussi, c'est que quand on fait affaire avec un banquier traditionnel, puis que, comme dans mon cas, moi, j'ai le financement d'une hypothèque de condo, j'ai la marge de crédit, puis j'aurais, mettons, les financements sur des équipements, par exemple des ordinateurs, amélioration locative, plus, par exemple, les crédits d'impôt. Ça fait en sorte qu'à un moment donné, de banquier, si tu n'es pas dans tes résultats ou tu as une situation quelconque, le banquier devient plus facilement nerveux. Quand, dans le fond, tu diminues l'exposure de ton banquier parce que tu envoies à plusieurs partenaires financiers le risque financier qui est mieux réparti, mais ton banquier, lui aussi, dort mieux. Quand ton banquier dort mieux, ben, toi aussi, tu dors mieux par la suite parce que, comme CFO, on dort bien, nous autres, juste si tout le monde dort bien autour de nous autres. Fait que je pense que c'est un bel équilibre. Puis, moi, je vous dirais que mon banquier était très heureux de savoir que je faisais affaire avec Finalta. Ouais. Mais ça, Jean, c'est très important que tu le mentionnes, c'est intéressant. Moi, j'ai déjà été banquier, puis j'ai déjà été de l'autre bord en équité. Et souvent, les entreprises ne réalisent pas que souvent, c'est à toi de décider que tu veux créer une structure un peu comme tu le fais, Jean, qui est balancée, qui est équilibrée. Oui, des fois, le banquier va dire je vais le faire, mais il va peut-être le faire moins bien que quelqu'un d'autre. Et ultimement, comme Jean le décrit, ben, c'est à toi de créer une structure qui permet aux banquiers de bien dormir pour avoir plus de liquidité. Parce qu'effectivement, il y aura des hauts et des bas. Et quand il y a un bas, ben, on a cette flexibilité-là, on a cette marge de manœuvre-là pour calmer le banquier ou pour dire aux joueurs d'équité, ben, attends, je suis en train d'augmenter ma valeur. Bon, je n'ai pas besoin de ton investissement tout de suite. On va attendre un autre 6 mois. Alors, c'est un peu de ces deux côtés-là, autant à gauche avec le banquier qu'à droite avec l'équité, qui est intéressant à ton point de vue, Jean. Puis je rajouterais que nous, en général, je vous dirais en 2 ans, malgré la COVID, qui a été une période assez turbulente pour tout le monde, on a vécu quand même des pyramides, on a, avec le financement agressif de Finalta, on n'a jamais été sur notre marge de crédit. Ça, c'est important d'en parler parce que oui. Je pense que des fois, puis nous, on la voit souvent la question, ben là, j'ai encore énormément de place sur ma ligne de crédit. Mais je pense que tu touches des points intéressants parce que tu dis, ben oui,
as de la place, mais si tu t'absorbes tous tes crédits d'impôt sur ta ligne de crédit, la journée où il y aura une bulle de recevables qui ne rentre pas, ce qui est arrivé notamment pendant la COVID, ben là, tu fais quoi? Ben, peut-être que ça passe, mais si en plus tu as des talents que tu vas aller chercher, ben, à un certain moment donné, tu n'as plus cette disponibilité-là. Et au final, je pense sur le long terme, ça te coûte plus cher. Moi, si je me trompe, même si ta ligne de crédit, en tant que telle, est moins chère, mais elle est monopolisée parce qu'elle ne devrait pas être monopolisée, ben là, tu es mal arrimé. Là. Je te dirais, moi, je ne regarde pas tant comment que ça coûte, que je regarde quels sont les contrats que je ne peux pas prendre. Parce que nous autres, ce que ça nous a permis, dans le fond, d'être plus audacieux en vendant des produits, puis avec des termes de 60 jours de paiement et non pas de 30 jours. Que j'ai arrimé avec des termes de paiement Microsoft à 62 jours. Mais finalement, c'est que ça fait en sorte, c'est que j'avais un coussin qui me permettait de signer des contrats que je n'aurais pas signés autrement. Donc, avec ces contrats-là, ben, je fais du 18 à 22 %. Alors, le taux d'intérêt chargé Finalta versus l'écart avec la banque, dans le fond, il est facilement comblé par mon profit que je viens de faire sur des contrats que je n'aurais pas signés. Ça, c'est un On ne peut pas le voir juste d'un seul angle, il faut le voir dans les angles des coûts d'opportunité. J'allais le dire, j'allais exactement mentionner le mot coût d'opportunité. On pourrait en parler tantôt dans les thèmes 3 et 4. Mais c'est clair, c'est comme ça que je pense qu'il faut toujours le voir. Les gens souvent ont tendance, de toute façon, de regarder de façon statique le taux d'intérêt et non regarder le coût d'opportunité qu'on fait normalement quand on lève l'équité. On dit on va se diluer, on va payer un coût et c'est parce qu'on veut se rendre plus vite, plus rapidement à une certaine valorisation. Parlons-en des taux d'intérêt. On a une question ici dans le chat qui nous dit à quoi ça peut ressembler les différents taux d'intérêt chez Finalta. En fait, oui, c'est ça, c'est très simple. C'est sûr qu'il y a un certain range, évidemment, qui dépend toujours, comme tout financement, de la taille et du risque relatif là, du prêt. Mais pour leur mettre en perspective, puis je vais en profiter. Le tableau. Bon. Et puis. Ah. Bon, pour remettre en perspective, tant qu'à faire le coût des crédits d'impôt maximisé, rappelons-nous que le financement tangible là, de la ligne de crédit va toujours osciller dans les alentours de prime entre plus 1 et 3, là, tout dépendamment de la réalité, des fois 4, là, dans certains cas plus rares. Le financement d'équipement va osciller un petit peu plus élevé. Quand les crédits d'impôt ne sont pas financés à leur pleine hauteur, c'est que généralement, ils sont mis dans la ligne de crédit. Donc, il va y avoir un coût de financement qui ressemble à la ligne de crédit, mais ils ne seront pas financés à la mesure qu'ils s'accumulent. Ils vont être financés à mesure qu'ils sont recevables. Donc, ils rentrent un peu plus dans un recevable parce que les crédits d'impôt, généralement, sont déjà soumis par la déclaration d'impôt. Quand on va de l'autre côté du spectre, quand on regarde les dettes subordonnées qui sont plus des alentours de… Présentement, ça se négocie plus bas, là, mais des alentours de 15 à 20 % normalement quand on inclut toutes les composantes de conversion, de discount ou de kicker. Bien, les crédits d'impôt, c'est important pour se maximiser. Il faut qu'ils se retrouvent à leur place dans la structure de capital, le prix de se retrouver dans sa place. Alors, il doit toujours être, pour une entreprise donnée, il doit toujours être moins cher que la dette subordonnée, mais plus cher que le financement d'actifs tangibles. La fourchette, donc, va se situer entre 7,5 et 11,5 % à peu près. All-in, évidemment, on pourrait regarder une formule Prime Plus avec les différents créanciers de crédit d'impôt vont avoir des formules différentes, mais si on regarde le coût global de capital, on va se retrouver dans cette fourchette-là. Donc, légèrement plus élevé que l'échelle finale du financement très tangible et toujours moins cher que la dette subordonnée ou l'équité. Et c'est d'ailleurs, j'en profite pour dire, c'est nous, Patrick et moi, quand nous regardons nos dossiers, puis quand vient le temps de faire la tarification, c'est vraiment comme ça qu'on la regarde. Pour une entreprise donnée, quelle est sa capacité de financement traditionnel, financement subordonné? Puis c'est important que le pricing se retrouve en plein milieu. Donc, ça va varier du très bas de l'échelle, 7,5, au très haut de l'échelle, 11,5, dépendamment des différentes entreprises. Juste pour ajouter là-dessus, j'en parlais tout à l'heure, il y a 10 ans à peu près, quand des joueurs comme Finalta et autres n'existaient pas, moi je faisais de la dette subordonnée. Et donc, ce financement-là se faisait via de la dette subordonnée, qui était à l'époque autour de entre 15 et 20 %. Donc, le joueur et le point qu'on voit de le financement de crédit d'impôt n'existait pas et on sautait directement donc du financement bancaire à la dette subordonnée, finançait beaucoup trop cher. Il n'y avait pas ce prêteur spécialisé sur cet actif qui se situe entre les deux. Tout simplement.
Je voudrais simplement rebondir un peu sur ce sujet en faisant extension de ce que Jean tenait. Je crois que ce n'est pas constructif de réduire la question à une simple question de taux d'intérêt, parce que le taux d'intérêt est indicateur de plein de choses, mais aussi ne prend pas en considération qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent. Jean donnait l'exemple de comment l'accès à un capital structuré, récurrent, prévisible lui permettait d'être plus agressif dans son stratégie de marché pour l'entreprise. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est plus difficile à réduire à un pourcentage, mais je crois, surtout pour des compagnies en croissance où la nerf de la guerre, c'est justement se positionner dans le marché d'une façon proactive pour stimuler l'intérêt et promouvoir leur croissance, que le prix du capital dans son ensemble doit être pondéré et ne pas regarder simplement un aspect, parce qu'on y arrivera sûrement plus tard, mais quand on regarde le besoin de capital, il y a le besoin opérationnel et le besoin structurant ne sont pas les mêmes pourcentages. Alors, vous avez peut-être plus d'actifs de shred credits à financer que vous aurez des comptes à recevoir. Alors, du coup, le coût d'une ligne de crédit n'a presque aucune importance parce qu'in fine, vous n'allez jamais lever de l'argent conséquent pour financer votre entreprise parce que vous n'avez pas les actifs. Alors, je crois que pour nous, et je peux simplement dire ça à notre expérience ici chez Immersive, on essaie de garder non seulement la formule est plus compliquée, c'est le coût de capital, mais aussi c'est le montant de capital et qu'est-ce que ça nous permet de faire opérationnel et dans nos marchés. Ouais. Merci beaucoup, Tim. Je vais suivre là-dessus parce que c'est justement un point que j'aime beaucoup discuter avec beaucoup d'entreprises. Si on reprend encore 1 million et qu'on parle de 2 ou 3 de plus d'intérêt pour 1 million, 20-30 000 $. Et que si on dit que l'entreprise a en tout temps 500 000 de plus dans ses coffres à tout point dans le temps, est-ce que, Tim, Jean, tout le monde, est-ce que tu es capable d'augmenter la valorisation de ton entreprise de plus que 20 à 30 000 $ avec 500 000 à tout point dans le temps? Bien, j'espère que la réponse, c'est oui. Exact. Oui, et puis Pierre-Luc, juste pour suivre là-dessus, et c'est un peu comme Tim le disait, c'est un coût d'opportunité. Puis si on est dans un monde où effectivement une compagnie en technologie, ce n'est pas le cas, souvent on est en croissance et on a donc des opportunités qui rapportent plus, mais pour le client d'une compagnie traditionnelle qui flotte et qui a un certain revenu égal d'année en année et qui n'a pas des opportunités qui peuvent lui générer de 10, 12, 15, 20 ben, est-ce que c'est intéressant de faire un levier sur un actif comme ça? Souvent, il ne l'a pas. Mais dans une entreprise en technologie qui est en croissance et qui a donc ces opportunités-là qui sont variées et diverses, ben voilà, à ce moment-là, ça devient très intéressant de profiter de ça. C'est clair. J'aimerais ça, qu'on transite, je vois le temps qui file, là, puis on aimerait ça, en passant, tout le monde, de limiter, de ne pas se rendre jusqu'à 1h30 qu'on a pour être capable de libérer tout le monde rapidement. Un thème un peu différent qu'on aimerait discuter avec vous deux, Jean-Tim, puis évidemment, on se connaît bien, puis je sais le temps que vous avez mis à apprendre à comprendre un petit peu les barèmes des différents programmes de crédit d'impôt pour les intégrer dans vos budgets, puis pour les intégrer dans vos états financiers intérimaires et non juste de prendre une règle de 3. J'aimerais qu'on discute un petit peu plus en profondeur de la pertinence, de l'importance à l'interne de prendre le temps de se spécialiser, pas nécessairement dans la grande admissibilité de la chose, mais dans la budgétisation des crédits d'impôt, dans la compréhension de comment mes crédits d'impôt vont s'accumuler cette année sur mon bilan, l'importance d'aller chercher cette expertise-là à l'interne et comment elle permet d'interagir avec un prêteur qui pourrait ensuite donc réussir à maximiser le financement basé sur votre expertise interne et idéalement, si celui-ci a également une certaine expertise. Je ne sais pas si vous voulez en parler un petit peu, peut-être, Jean, si tu veux commencer, sur comment tu procèdes à l'interne pour réussir à bien planifier tes crédits d'impôt, à bien appliquer ton expertise là-dessus pour construire tes budgets? Je vous dirais, dans le fond, avec le temps, effectivement, parce qu'avec le temps, on a développé un calculateur et on a développé ce calculateur-là, je dirais, du fait de travailler avec vous autres, les gens de Finalta.
ça nous a permis d'aiguiller notre sens, nos connaissances, puis de l'approfondir parce qu'au début, quand on faisait les versements trimestriels, on se devait d'analyser plus en profondeur et on se devait aussi de se dire qu'on n'avait pas les meilleurs systèmes pour capturer tous les éléments qu'on voulait capturer. Avec vous autres, ça nous a obligés à créer une rigidité dans l'encadrement des activités et on a réalisé par après que cette rigueur-là qu'on devait instaurer, qu'on n'avait pas nécessairement mise en place, quand est arrivée notre inspection, bien, cette rigueur-là nous a payé. Du fait qu'on avait été rigoureux à tous les trimestres dans l'analyse de toutes nos activités, quand est arrivée notre inspection, bien, on a passé haut la main avec peut-être une petite coupure d'une vingtaine de mille ou 30 000, dans le fond, tous les éléments. Mais cette rigueur-là que vous nous avez exigée, Finalta, bien, on a été gagnant. Parce qu'après ça, parce que dans le fond, moi, comme CFO, même si je dis que chaque rigueur qu'on veut implanter a un coût dans l'entreprise, le président, lui, les coûts, il dit, ben, regarde, on perd du temps à faire ça, tu sais. Mais à la fin, quand on arrive dans l'exercice qu'on a vécu, le président a très bien vu la pertinence de faire, dans le fond, comme la R&D, un département propre, entre guillemets, avec des gens attitrés à l'analyse des activités, puis faire en sorte que, dans le fond, par après, sur une période de suite à la période d'à peu près 2 ans, on a pu mieux paramétrer, dans le fond, pour des fonctions précises, des pourcentages de temps qui étaient attribués au niveau budgétaire, qui me permet de faire en sorte que quand j'ai une fonction, bien, tout de suite, dans le fond, si je rajoute une personne, bien, tout de suite, dans le fond, le système va me calculer tous mes crédits d'impôt qui se calculent parce qu'on l'a fait la démonstration pendant 2 ans avec beaucoup de rigueur. Puis ça, dans le fond, c'est vraiment grâce aux exigences de Finalta qui m'obligeaient à aller plus loin, même si au début, on disait « Ah, maudits, les gars de Finalta sont tannants ». Mais en réalité, c'est ça qui m'a permis de passer à un autre niveau. Tandis que le banquier traditionnel, lui, il me finançait juste sur ce que j'aurais donné, mais 3 mois après, tu sais. J'aurais pas eu la même rigueur. Vous autres, ça nous a donné vraiment de devenir des experts parce qu'on est accompagné d'experts en crédit d'impôt. Tim, de ton côté? Je suis entièrement d'accord, les gens de Finalta sont tannants. Mais au-delà de ça, je dirais que pour moi, ça se résume un peu au principe Pareto que nous connaissons tous, le 80-20, le 80-20. On peut chercher 80% les shred credits et éventuellement le financement avec à peine 20% du travail. Mais les autres 20% de la valeur à chercher, ça prend un peu d'expérience, ça prend les experts qui peuvent nous appuyer, les gens de Finalta, comme disaient Jean, mais aussi ça peut être nos experts comptables, ça peut être des personnes spécialisées qui peuvent nous amener l'appréciation qui est peut-être plus subtile, je dirais pas un peu subjectif, mais surtout plus subtil, à chercher le 20% qu'on n'aurait pas cherché autrement. Et je sais qu'on pourrait facilement dire, bon, 20%, c'est pas grave, mais si vous avez un demi-million, $1 million de crédit d'impôt par an, ce 20%, c'est 100 à 200 000 $, c'est conséquent, c'est 2 salaires de R&D en moyenne et encore. Alors, c'est là où je vois l'avantage de bien s'entourer, mais aussi d'être prêt à recevoir les questionnements ou la pression de pousser l'analyse un peu plus loin parce que ça peut ramener un argent conséquent dans les flux monétaires de l'entreprise. Et dès que vous l'avez acquis, vous êtes capable de le réutiliser d'année en année ou de période en période et ça ne peut pas être minimisé. C'est un apprentissage qui paye des dividendes tous les ans. Parfait. Puis d'ailleurs, sur ce sujet-là, j'en ai une question dans le chat qui nous demande, j'adore la question, là, qu'est-ce que l'on fait si des montants financés sont en partie coupés, compensés, peu importe, plus tard dans le processus? Bien, premièrement, dans le meilleur des mondes, quand on s'assoit avec un prêteur de crédit d'impôt spécialisé,
dans le début, on essaie de faire un assessment, l'entreprise et le prêteur vont essayer de s'asseoir et de voir où sont les points de risque dans les futures réclamations qui seront déposées. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont plus blancs, plus gris foncé? En fonction de ça, il faut établir une espèce de tolérance au risque commune, c'est-à-dire est-ce que l'on veut financer l'entièreté de la réclamation ou est-ce qu'on identifie des points de risque que peut-être serait mieux de carve out ou non? C'est une décision qui se prend vraiment en équipe. Mais après ça, c'est pas vraiment grave, même s'il y a des coupures, parce que, comme on a vu tout à l'heure, le financement, il est sur une base permanente. Donc, c'est très simple. Si on finance, les crédits d'impôt sont financés à leur maximum, si on revient à cette théorie-là, mais qui sont financés à leur maximum, ben oui, évidemment, la coupure arrive pour une année passée, l'année en cours, mais ce que ça va simplement faire, c'est que cette coupure-là va baisser la quantité de crédit d'impôt sur les recevables de crédit d'impôt au bilan. Donc, dans un des déboursements qu'il y a à faire sur les crédits d'impôt courants, ben, on pourra, puis ça peut se faire sur un déboursement ou sur une multitude de déboursements, simplement venir ajuster les déboursements subséquents pour que le financement, ultimement, revienne s'arrimer avec les crédits d'impôt qui sont recevables. Donc, autrement dit, ce n'est pas un élément qui est catastrophique, le financement n'arrête pas immédiatement, il est simplement réarrimé en fonction de la taille des crédits d'impôt qui est ajusté suite à cette coupure-là. Mais tu sais, c'est important, encore une fois, qu'il y ait une communication qui est importante quand une vérification est enclenchée. Généralement, on peut avoir une bonne idée. Vous autres, en tant qu'entreprise, généralement, vous avez une bonne expérience de ce que vous réclamez, ce qui passe, ce qui ne passe pas. On est capable quand même de faire un assessment qui est intéressant, qui est quand même assez précis de qu'est-ce qui pourrait y arriver. Puis on peut prévoir l'achat un peu à l'avance et arrimer d'avance un petit peu les déboursements. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Je pense qu'ultimement, l'important, c'est que quelque part, le financement soit tranquillement rediminué ou réarrimé. Mais si l'année prochaine est en super croissance, ben, l'impact est nul parce que de toute façon, on aurait été pour augmenter le financement de l'année subséquente. Et donc, cette augmentation-là amène un impact net zéro peut-être de la coupe de l'année précédente. Donc, c'est au cas par cas. Je ne sais pas si c'était assez clair pour répondre à la question, sinon, n'hésitez pas à la reposer. Je rajouterais peut-être un point, si tu permets, je dirais aussi à l'ensemble des gens, c'est que au niveau de Finalta, vous avez un réseau, autant d'experts qui peuvent nous accompagner dans la rédaction de nos crédits d'impôt, ça qu'on fait, vous nous en avez présenté. Mais en même temps aussi, j'ai eu la chance de travailler de contester justement un avis de cotisation de Revenu Canada. Puis là, quand on conteste et qu'on veut se battre, ben, dans le fond, il y a des firmes d'avocats spécialisés. Et j'ai eu la chance d'en rencontrer un, justement, présenté par Pierre-Luc, présenté par Finalta, qui est un des très grands avocats. Puis quand il appelle Revenu Canada, il n'aime pas trop ça quand il reçoit un appel de lui. Là. Alors, mais finalement, ça fait le travail, tu sais. Alors, ça, c'est un autre avantage, c'est qu'on a des crédits d'impôt, on a un outil spécialisé, puis on a accès à parler en même temps avec les professionnels qui sont spécialisés dans cette question-là. Et peut-être pour rajouter ce qui est rajouté, je crois que ça revient au sujet d'experts, surtout au début. Quand vous n'avez pas l'expérience à faire des déclarations, il ne faut pas présumer que c'est quelque chose que vous arriverez à faire tout seul et de bien faire une demande et que ça soit bien reçu et validé sans contestation. C'est quelque chose qui devient un atout qui s'accumule d'année en année. Et après plusieurs années, vous serez reconnu comme quelqu'un une entreprise qui fait des déclarations qui sont bien faites, qui sont bien soutenues et qui arrivent à rentrer dans les cadres des programmes où l'argent, les crédits d'impôt sont disponibles. Alors, les premiers pas sont très importants. Alors, si vous commencez ce chemin, je vous invite à prendre le temps de trouver la bonne équipe pour vous épauler. Cool. Super. Ben, écoute, merci Tim. La conclusion, c'est que on est tannant, mais c'est apprécié d'être tannant.
C'est bon à savoir. Excellent. Ben, écoute, on va sauter directement dans un autre thème. On l'a abordé un peu, la complémentarité du financement et le coût d'opportunité. On va le voir d'un autre angle parce que le coût d'opportunité, souvent, on parle d'une dette et donc un coût et qu'on met en relatif à une opportunité qui ramène un autre rendement. Ben, on va le mettre de côté à droite, donc avec l'équité. Et puis, en quoi, donc, cet avantage d'avoir ces fonds additionnels, en quoi les crédits d'impôt financés qui sont au maximum permettent de mieux oui, saisir les opportunités, mais maintenant valoriser l'investissement en équité qui est déjà fait ou qui s'en vient. Je sais que c'est un thème favori de Tim, fait que je lui lance la balle en premier. Notre objectif, en fait, je résume la chose d'une façon assez simple, c'est que l'objectif, c'est d'avoir une compagnie qui a les moyens de croître. Et l'objectif de croître, c'est d'augmenter la valeur. Et augmenter la valeur, c'est juger par rapport au montant de capital qui est en jeu. Alors, si on arrive à réduire le montant de shareholder capital, l'équité qui génère un bénéfice, on est sur le bon chemin et on y arrivera avec beaucoup de succès. Alors, de se prévaloir de sources de capital pérennes comme ces financements de crédit d'impôt réduit les besoins de chercher du capital qui a un effet négatif sur les rendements des actionnaires, c'est-à-dire du capital plus cher, du capital dilutif. Et pour moi, c'est simplement un calcul arithmétique de quel est le coût moyen de capital et quel est le return on equity qui sera valorisé le mieux, le plus plutôt par les actionnaires existants et éventuellement par les futurs actionnaires qui vont regarder un business qui roule bien, qui gère bien ses actifs et qui génère un retour sur le fonds d'actionnaires qui est très intéressant. Oui. Non, c'est bien dit, Tim, c'est très mathématique comme exercice. Puis, tu sais, d'une façon théorique, on le voit quand on en parle souvent, on augmente le runway. Donc, on augmente la visibilité sur le cash flow qui te permet donc de choisir ton meilleur moment pour rentrer cette équité-là à un meilleur coût. Évidemment, encore une fois, on se répète, c'est un poids qui peut être important sur le bilan, ces crédits d'impôt-là. Et donc, autant le banquier que le joueur en équité, effectivement, va avoir l'avantage d'amener ses liquidités, de le rendre liquide. Ce poids-là. Puis Jean, je sais qu'on en a parlé quelques fois, je pense qu'un peu c'est la même façon que tu le vois. Puis comment tu vois pour ADNM, tu sais, dans l'évolution, comment tu vois cet avantage, donc les liquidités additionnelles, surtout dans un contexte où tu dois aller chercher de l'équité plus tard? Je dirais encore une fois que, dans le fond, comme CFO, on est gestionnaire de l'émotion du président, entre autres. Et le président qui va aller des fois trop vite, parce qu'ils veulent toujours aller très, très vite. Je ne dirais pas trop vite, mais très, très vite. Et notre rôle est un peu, dans le fond, comme Tim disait, d'essayer de toujours balancer, puis dans le fond, d'évaluer, d'anticiper les risques, notre exposure de risque aussi vers lequel on peut s'en aller. Et d'aller trop vite, parce que des fois, on est appelé presque quotidiennement par des venture capital aussi. Puis là, ben, c'est le fun aussi de se faire dire hey, « je suis sexy », puis « wow, tu sais, pas mal intéressant sur le marché. J'ai 2-3 appels par jour. Les présidents aiment ça, tu sais. Mais nous autres, notre rôle, c'est vraiment aussi de ramener, de dire, oui, mais tu sais, la dilution va être trop importante. Puis actuellement, du fait qu'on a accès à un financement sur des actifs qui existent, mais d'autres actifs qui ne sont pas encore générés, parce que dans le fond, on finance à l'avance nos crédits d'impôt, ça fait en sorte que justement, on retarde cette dilution pour être en mesure que ce soit nous autres qui choisissent le bon moment, le moment qu'on veut diluer. Et non pas que ça soit, dans le fond, les opportunités de marché qui nous obligent à faire autre chose, tu sais, à diluer. Tu sais. Je trouve que, dans le fond, ça nous donne une flexibilité encore là qui nous permet de faire nos propres choix. Excellent. Très clair. Très clair. Je pense qu'on peut passer au prochain thème. Pierre-Luc, à moins que quelqu'un ait quelques questions. Non, puis on va clôturer avec ça. Je pense que c'est un sujet qui est peut-être un petit peu plus open-ended. Réduction de la dilution, on en a parlé tout à l'heure. Ça rime avec quoi? Ça rime avec maximisation de la valorisation de l'entreprise. Je l'abordais un tout petit peu tout à l'heure dans un de nos échanges.
ou en maximisant les liquidités disponibles à tout point dans le temps. Généralement, si on est une entreprise en croissance, on devrait réussir donc à continuer à augmenter la valorisation de l'entreprise. Si on peut le faire sans se diluer entre-temps, ben, de toute évidence, ça devrait apporter quelque chose de pas mal plus bénéfique pour les entrepreneurs. J'aimerais discuter avec vous, Tim et Jean, de comment les présidents, et donc dans vos cas, les présidents sont actionnaires principaux, comment ils voient cette maximisation-là. J'imagine que c'est un rôle qui vous est demandé de limiter la dilution, voir comment trouver le moyen de ne pas me diluer ou sinon trouver le moyen d'augmenter la valorisation. Est-ce que vous diriez que cet outil-là, bon, premièrement, vous est utile dans cette mission-là? Comment vous le faites? Puis quel genre d'échange vous avez? Parce qu'évidemment, il y a toujours la dualité de, bon, je vais aller chercher un financement, le financement est plus élevé, on en parlait tout à l'heure, coût d'opportunité. Donc, je pense que ce serait intéressant de voir comment ça s'articule ensuite, cet échange-là, avec les présidents actionnaires qui aimeraient là, limiter la dilution. On peut peut-être commencer avec Jean. Je dirais, des fois, les discussions peuvent être houleuses, on peut dire ainsi, dans le fond, parce qu'il y a un enthousiasme. Il y a un enthousiasme, puis des fois, dans le fond, on peut rencontrer des venture capital ou d'autres qui sont très enthousiastes, qui sont des vendeurs, dans le fond. Là. Et notre rôle à nous autres est de bien balancer, de prendre, dans le fond, l'enthousiasme de ces gens-là dans autour de la table, puis de les ramener dans un entonnoir, puis de le passer dans une espèce de râpe pour être en mesure d'en sortir, dans le fond, les éléments clés et de faire ressortir Je pense que quand on a un budget, moi j'ai toujours aimé faire des budgets sur 3-4 ans. Quand on fait nos budgets sur 3-4 ans et qu'on les revise continuellement, c'est que c'est plus facile de démontrer justement le pouvoir des sources de financement différentes, puis de faire en sorte de dire, bon, mais regarde, notre cible de dilution là, est à ce point-là. Si on la devance, là, dans le fond, c'est plus facile de démontrer justement quand on suit un enthousiasme, de le devancer, quelle est la dilution qu'on va faire pour le même montant. Moi, j'utilise beaucoup mes budgets revisés comme ça. Là. Parce qu'à un moment donné aussi, c'est dans le fond, c'est le tableau total de la dilution. On peut dire, bon, mais même si on aurait l'argent aujourd'hui, est-ce qu'on serait capable de courir comme on voudrait courir ou on aurait encore une autre barrière? Est-ce qu'on est prêt ou on n'est pas prêt? Tu sais? Puis après ça, quand tu fais le bilan de l'ensemble de la structure ressources humaines de l'entreprise, bien, si le président va dire, ouais, je pense que tu as raison, dans le fond, on n'est pas prêt encore à 100%. Bon, mais là, on réussit à gagner un peu de temps, puis on reporte dans le temps. Mais on peut le faire parce qu'on a la capacité financière de le faire aussi. Oui, oui. De ton côté, Tim, ça se déroule comment, ces questions plus épineuses-là? Et puis, est-ce que tu utilises tu essaies d'utiliser ce genre de financement spécialisé-là pour calmer le jeu, disons? On est très calme ici, en tout temps. Je dirais pas, je crois que le temps est un élément qui est en jeu ici. Sans la nommer particulièrement, mais de chercher un financement pour les trade credits nous donne plus de temps de s'organiser, de structurer, de éprouver nos capacités pour que la discussion ultime avec un investisseur peut être retardée et peut-être pendant très longtemps, jusqu'au moment qu'on a besoin vraiment pour d'autres raisons stratégiques peut-être. Alors, l'élément de temps est un élément très important dans le concept de la dilution parce que si vous valez X aujourd'hui et vous allez doubler votre valeur sur 3 ans, mais les 10% que vous allez chercher vont être autant plus valorisés dans 3 ans. Alors, si vous pouvez le remettre à demain, ce sera une très bonne chose. Et pour le coup, ça, c'est quelque chose que les fondateurs et les actionnaires arrivent à bien comprendre. Ah oui, d'accord, on a des projets, mais on a les moyens de les faire valoir sans pour autant vendre la future trop tôt. Premier thème peut-être général. Et l'autre élément que je voudrais souligner là-dessus, c'est quand on regarde le bilan, parce qu'on y revient souvent,
finalement, les crédits d'impôt sont sous-appréciés. On peut discuter, est-ce que les banquiers sont vraiment proactifs à être capables de les financer ou pas? Bon, chacun aura ses exemples. Mais généralement, c'est pas un actif vivant, c'est un actif a posteriori. Un an plus tard, on va les financer et c'est très bien. Alors, c'est presque un actif à la fin de son utilité. Je peux vous dire que les investisseurs américains ne comprennent rien de ça. Ils voient un chiffre sur le bilan, ils ne savent pas à quoi s'en tenir. Ils voient que c'est à la limite un actif mort qui est un négatif à la valorisation de la société. Mais si vous pouvez mettre en face de ça du cash, ben là, tout d'un coup, ils disent, ben ça, c'est intéressant. Alors, finalement, les investissements que nous allons faire vont être matchés entre un très mauvais français, je suis désolé pour ça, par un trade credit qui peut être financé au même moment, presque au même moment, dans un délai très, très bref. Là, pour le coup, c'est un levier pour eux. Et tout d'un coup, ils disent, wow, ça, c'est une façon que l'investisseur peut dire, moi, j'aurais cru que j'avais besoin de 10 $ d'investissement, mais finalement, avec 7, je peux avoir la même valeur qu'avec 10. Mais tout d'un coup, vous avez 3 $ à négocier sur la valorisation ou la anti-dilution d'un financement quelconque. Ça devient beaucoup plus intéressant pour la société à ce moment-là. Alors, pour moi, tout ça, c'est une façon de garder l'équilibre dans les discussions et de garder tout le monde focalisé sur les mêmes objectifs dans un calme absolu. Très bien dit. Très bien dit, puis j'aime ton expression, Tim, à quel moment acheter le futur. Et c'est ça la clé, tu gardes ce contrôle-là avec le calme dans l'entreprise pour savoir à quel moment tu veux vendre le futur, donc avec de l'équité. Bien dit. Ouais. Je pense que ça clôture bien. Il y avait une question, excuse-moi, que je voulais en fait faufiler dans ma réponse, mais j'ai pas pu le faire. Il y a une question qui est venue de Jean-Philippe par rapport aux les crédits de prêt. Je laisserai Pierre-Luc et Patrick parler des spécificités pour Finalta, mais dans notre cas, nous devons grever l'actif de ces recevables, ces crédits d'impôt. Et c'est une sécurité, une garantie qui est prise là-dessus. Si vous avez une ligne de crédit qui prend la totalité de vos actifs, qui est souvent le cas parce que c'est plus simple pour les banquiers qui n'aiment pas un peu trop se compliquer la vie, vous n'aviez qu'à leur demander et je ne vois aucun problème, dans notre cas, on n'a aucun problème que notre prêteur de prêt d'opération cède un rang dans ce cas-ci, Finalta, pour leur crédit, étant donné qu'eux ne les financent pas. Alors, c'est un mécanisme, il y a un peu plus de paperasse, mais ça se fait d'une façon très fluide. Oui, ben, tout à fait. Puis juste pour complémenter là-dessus, merci Tim. J'avais essayé de répondre par texte, mais pour revenir avec ça ici, les sûretés qui sont prises dans un financement typique spécialisé de crédit d'impôt, de la même façon que la tarification, doit se retrouver à leur place dans la structure de capital. Alors, conséquemment, elles doivent être évidemment en premier rang sur l'actif financé spécifiquement, qui est le crédit d'impôt. Elles doivent être généralement juniors, donc postérieurs à tout financement qui est de nature plus traditionnelle sur les autres actifs. Mais généralement, elle devra être senior, donc de manière antérieure au financement qui serait fait en dette subordonnée ou évidemment à l'équité, où généralement les investisseurs en équité ne prennent pas régulièrement là, des hypothèques. Donc, comment ça se traduit concrètement? Bien, ça se traduit par la publication d'une hypothèque sur l'universalité des biens meubles pour laquelle il est demandé, puis je le dis, c'est toujours comme ça partout, là, il n'y a pas de spécificité ici, pour laquelle il est demandé minimalement un premier rang sur les crédits d'impôt. Puis après ça, dépendamment de la situation spécifique à chaque potentiel emprunteur, il pourrait y avoir différents rangs sur les autres actifs, dépendamment. Mais chose sûre et certaine, le financement de crédit d'impôt devra se retrouver subordonné à la ligne de crédit ou au financement traditionnel, de toute évidence, sur les autres actifs que les crédits d'impôt. Donc, ça revient à avoir sa place dans cette fameuse structure.